Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, au Burkina Faso, la population a manifesté pour réclamer le retrait de Bolloré pour cause de promesses non tenues dans la gestion du chemin de fer reliant Abidjan-Kaya-Tambao. Cette gestion a été confiée à Sitaraï, filiale du groupe français Bolloré. Et puis, le pire est à venir. Cette phrase est du président Emmanuel Macron qu'il a laissé entendre au sortir d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine qui se dit déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine pour, dit-il, démilitariser le pays et lui donner un statut neutre. Crise ukrainienne toujours à Moscou, la répression se poursuit. Plus de 8000 manifestants contre l'invasion de l'Ukraine ont été placés en détention depuis le début de la guerre. Hier encore, ce sont 400 nouvelles personnes qui ont été arrêtées. Vous le verrez dans votre journal. Ouvrons ce journal au Burkina Faso où une manifestation a été organisée à Ouagadougou, la capitale, pour demander le retrait du groupe Bolloré de la gestion du chemin de fer reliant Abidjan-Kaya-Tambao. La colère des populations remonte à juillet 2021 lors du 9e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un délai jusqu'au mois de septembre de la même année avait été donné à Sitaraï, filiale du groupe Bolloré, pour démarrer les travaux du chemin de fer. Ce délai n'a à ce jour pas été respecté. Une pétition a alors été créée pour annuler la convention de concession conclue avec l'État burkinabé et Sitaraï. Une manifestation a été organisée à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour demander l'annulation de la gestion du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao par le groupe Bolloré. Après que le consortium Burkina 2050 a dénoncé les manquements de l'accord cadre signé entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le groupe Bolloré, les Burkinabés ont répondu à son appel à manifester. Nous voulons que Bolloré laisse. Il n'a qu'à laisser. Nous allons gérer notre train. Nous allons gérer notre rail. Et il n'a qu'à arranger les rails avant de partir. Tout l'argent qu'il a pris là, il n'a qu'à arranger les rails avant de partir. On est fatigué. On en est marre. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Non, non et non. Il est temps que Bolloré laisse le gouvernement burkinabé en paix. Surtout la France. Surtout la France. Le terrorisme dans la brousse. Le terrorisme économique encore dans la ville. Pourquoi ? Nous ne sommes pas d'accord. À l'occasion du 9e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en juillet 2021, un délai jusqu'au mois de septembre pour démarrer les travaux a été donné à Sitaraï, filiale du groupe Bolloré. À ce jour, ce délai n'a toujours pas été respecté. L'État burkinabé a mis de l'argent. Il a retapé les rails. Il a remis tout en fonction pour que lui il prenne gérer. Et il devait travailler et rembourser. Il n'a pas remboursé. Il a promis d'investir 262 milliards et poussières pour remettre le chemin de fer à neuf. Il ne l'a pas fait. Ça fait 3 ans qu'il devait commencer. Maintenant, il ne veut plus faire. Il veut vendre le chemin de fer. La gestion à quelqu'un d'autre. C'est de la tromperie. Je pense que c'est des foutaises même. Une pétition a été créée pour annuler la convention de concession révisée conclue entre Sitaraï et l'État burkinabé. Et nous restons toujours au Burkina Faso, dans le nord du pays. Depuis 2 semaines, la ville de Djibo est encerclée par des groupes djihadistes. Des hommes armés ont isolé la ville et ordonné aux populations de partir. Djibo pourrait vivre une crise humanitaire sans précédent. On écoute le témoignage d'une jeune habitante de la ville. À Ouagadougou, Aminata est une femme seule. Et pour cause, alors qu'elle se rendait dans la capitale burkinabé pour des examens médicaux, le lendemain, Djibo, sa ville d'origine, a subi un blocus imposé par des hommes armés. Séparée de sa famille restée sur place et dont elle a très peu de nouvelles, Aminata espère vite rentrer chez elle. Il se présente dans notre quartier et puis nous dire qu'il nous donne un délai de 24 heures pour partir. Actuellement, même, je ne sais même pas où se trouve exactement ma famille dans la province. J'aurais appris seulement qu'ils ont déménagé, ils sont en ville. Moi, je ne peux pas rester à Ouaga, je ne veux pas. Toute ma famille se trouve à Djibo. Toute ma famille, mon mari, mes enfants, ma mère. Djibo, une ville sous pression des groupes armés depuis 2016 et le début des attaques terroristes au Burkina Faso. Capitale de la province du Soum dans la région du Sahel, Djibo est considérée comme l'épicentre du djihadisme dans le pays. Aujourd'hui, la ville est totalement isolée.
Plus personne ne peut rentrer ni sortir. L'eau se fait rare et les prix des aliments flambent. À Ouagadougou, un collectif d'organisation de la société civile du Soum alerte sur la situation humanitaire de Djibo. Aucune stratégie ou une forme d'aide humanitaire n'a été développée pour le moment. Et nous espérons que dans les jours à venir, chacun se bousculera de son côté afin de pouvoir venir en aide cette population qui est en train de mourir de faim et de soif. Comme Aminata, de nombreuses personnes ne peuvent retourner à Djibo depuis le début du blocus. Une ville symbole du défi qui se présente aux nouvelles autorités de transition et au président d'Amiba. Rétablir la sécurité dans l'intégralité du territoire burkinabé. Actualité africaine toujours, 4 mars 2012, 4 mars 2022, cela fait aujourd'hui 10 ans qu'une explosion au quartier Impila, au Congo, tuait des milliers de personnes. Aujourd'hui encore, la grande majorité des sinistrés, 17 000 au total, sont sans abri. Nombreux sont ceux qui ont dû se construire des logements de fortune. Ces derniers mois, les habitants du dit quartier ont manifesté pour revendiquer des réparations tout en protestant contre le silence des autorités du pays. Le 4 mars 2012, des explosions dans un dépôt d'armes et de munitions du quartier de Mpila au Congo ont fait des milliers de victimes. 10 ans après, la plupart des 17 000 sinistrés sont toujours sans abri. Dans l'attente d'un logement digne, beaucoup de Congolais de ce quartier de Brazzaville, la capitale, ont érigé des abris précaires où ils pouvaient. Aujourd'hui, les hangars de tôle font office de foyer en attendant que les bâtisses soufflées par les explosions soient réhabilitées. Ces derniers mois, des habitants du quartier ont bravé la police et manifesté pour revendiquer des réparations tout en protestant contre le silence des autorités. Au moins 282 personnes sont mortes dans les explosions de la caserne militaire de Mpila et plus de 2300 ont été blessés. En septembre 2013, 6 militaires ont été condamnés pour incendie volontaire et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les ONG, quant à elles, auraient voulu un procès de l'État qu'elles accusent de négligence pour avoir laissé des populations s'installer autour d'une caserne militaire contenant des armes dangereuses. Après les explosions, l'État a proposé aux sinistrés sans-abri de s'installer provisoirement sur un site de 1000 logements à Kintélé, à 25 km au nord de Brazzaville. L'État congolais a payé un acompte d'1 milliard de francs CFA en 2021 à 1 millier de sinistrés. Un deuxième acompte de 6 milliards devrait être versé en 2022. Le programme des Nations Unies pour l'environnement PNUD a 50 ans. L'événement a été célébré à son siège à Nairobi, au Kenya, en présence de 2 chefs d'État, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Kenyan Uhuru Kenyatta, qui ont salué le travail de l'agence onusienne et son implication dans la lutte contre la pollution et le changement climatique. Image. Le programme des Nations Unies pour l'environnement fête ses 50 ans et c'est dans la capitale kenyane où se trouve son siège qu'ont eu lieu les festivités. Un événement en présence de 2 chefs d'État, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Kenyan Uhuru Kenyatta, qui a salué le travail de cet organe. UNEP Le PNUE s'est transformé en une formidable conscience écologique pour le monde en défendant avec audace l'agenda environnemental. Progressivement, au cours des 50 dernières années, le PNUE a amené le monde à comprendre le rôle central de l'environnement dans l'existence humaine et à se rendre compte des menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement. De son côté, le président nigérian a tenu à saluer les efforts de l'ONU en matière notamment de lutte contre la pollution et du changement climatique. Alors que nous célébrons le 50e anniversaire de l'existence du programme des Nations Unies pour l'environnement, nous louons les efforts de cet organe et encourageons une action plus large pour surmonter le changement climatique, la biodiversité, l'augmentation des niveaux de pollution et les déchets. Ce sont les 3 crises majeures qui menacent notre planète. En 50 ans, le programme de l'ONU pour l'environnement affiche de belles victoires, mais la plus importante sera peut-être le traité mondial contre la pollution plastique, une décision historique adoptée il y a quelques jours et qui pourrait devenir juridiquement contraignante d'ici 2024. Des étudiants marocains vivant en Ukraine ont pu rentrer hier à Rabat. Ils appellent les autorités de leur pays à poursuivre les efforts de rapatriement. Ils témoignent de mauvais traitements et de racisme. On les écoute.
Je demande au consulat de faire quelque chose parce qu'en Pologne, les étudiants sont traités avec violence et de façon raciste. Ils ne peuvent pas sortir des frontières. Ils auraient pu nous envoyer des bus pour nous sortir de cette zone, mais ils n'ont rien fait. Les gens marchent plus de 40 km. Parfois, ils sont obligés de jeter leur nourriture pour alléger le poids de leurs bagages, pour faire la route. Certains meurent de froid dans les files d'attente. Comparé aux étudiants qui étaient à Kharkiv et Kiev, notre voyage a été bon. Nous nous sommes dirigés vers la frontière roumaine. Des volontaires roumains nous ont aidés avec leurs propres agents en nous amenant avec leur voiture dans un hôtel pour y passer la nuit. Dans le même élan, nous écoutons à présent un jeune Congolais, David Kayi, de mère ukrainienne. Il vit à Brazzaville avec sa double nationalité. Il est toujours en contact avec sa mère, son frère et ses deux sœurs vivant en Ukraine et qui tentent de sortir des bombardements des soldats russes. On l'écoute. Ils ont fui la ville de Kharkiv. Ils sont maintenant à Kiev. Quand j'apprends que bientôt Kiev aussi sera envahi par les Russes, donc ça me fait vraiment peur. Elle me dit juste n'aie pas peur, prie pour nous, on t'aime, nous pensons à toi, sois fort et prie beaucoup pour nous, ça va aller, on va s'en sortir, on va se battre. Ça me fait mal, je ne dors pas presque depuis 8 jours. C'est comme si j'avais déjà perdu une partie de moi, mais au moins Dieu fait grâce, mes parents sont encore vivants. Je l'aime beaucoup et je pense beaucoup à elle. Je pense à mon frère, je pense à mes deux sœurs. Je vais les rejoindre dès que possible après ces événements s'il le faudra. Et si aussi je pouvais avoir cette possibilité maintenant d'aller les rejoindre, je serai parmi les premiers à venir et être à combattre de leur côté. Crise ukrainienne toujours. À Moscou, la répression se poursuit alors que plus de 8000 manifestants contre l'invasion de l'Ukraine ont été placés en détention depuis le début de la guerre. Hier encore, ce sont 400 nouvelles personnes qui ont été arrêtées. Et l'hémicycle russe vient de voter une loi prévoyant de lourdes peines de prison pour publication d'informations mensongères sur l'armée. Image. 400 nouvelles arrestations hier soir en Russie lors de manifestations contre l'invasion de l'Ukraine. Dans de nombreuses villes, des citoyens russes dénoncent depuis le 24 février ce que le Kremlin tente de minimiser. Pour le pouvoir, il s'agit seulement d'une opération militaire spéciale. La police interpelle les participants à ces regroupements. Selon OVD Info, une organisation indépendante de protection des droits de l'homme, plus de 8000 Russes ont été placés en détention depuis le début de ces protestations, majoritairement à Moscou, mais aussi dans d'autres villes du pays. Une survivante du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale a été arrêtée à Saint-Pétersbourg mercredi soir. La répression frappe tout le monde et elle s'accentue. Les députés russes viennent de voter un texte prévoyant de lourdes peines de prison pour publication d'informations mensongères sur l'armée. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe située dans le sud-est de l'Ukraine, a été touchée tôt ce vendredi 4 mars par des frappes de l'armée russe. Cette centrale est désormais sous le contrôle de Moscou. L'attaque a provoqué un incendie, mais la sécurité de la centrale serait garantie. Une centrale nucléaire sous les bombardements russes. Le gouvernement ukrainien accuse Moscou d'avoir délibérément visé le site de Zaporizhzhia, la plus grande centrale du pays, avec ses 6 réacteurs. Le feu a pris dans un bâtiment et un laboratoire. Il est maintenant circonscrit. Par chance, les réacteurs n'ont pas été touchés. Maintenant, l'Europe doit se réveiller. La plus grande centrale nucléaire européenne est en feu et, en ce moment même, les tanks russes ciblent des unités nucléaires. Et ils ont des viseurs thermiques, donc ils savent sur quoi ils tirent. Ils l'ont préparé. À Kiev et dans d'autres villes, les sirènes ont encore retenti dans la nuit pour prévenir la population des raids aériens. Les chars et les véhicules militaires russes poursuivent leur avancée vers la capitale ukrainienne. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres. Beaucoup de villes sont encerclées par les forces russes. Plusieurs responsables occidentaux craignent des sièges de longue durée
avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Jeudi, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements à Tchernihiv, au nord-est de Kiev. Les avions ont visé des habitations et 2 écoles, selon le gouverneur local, ainsi qu'un réservoir d'essence. À Kiev, les pompiers sont aussi très mobilisés. Ils luttent contre de nombreux incendies, des bâtiments, des entrepôts. Les gouvernements russes et ukrainiens ont convenu hier l'organisation de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir les combats. Dans les villes passées sous contrôle russe, comme Kherson au sud du pays sur la mer Noire, les problèmes de ravitaillement commencent. Les queues s'allongent pour pouvoir manger et acheter du pain. Les pays de l'OTAN renforcent leur présence dans les pays limitrophes à l'Ukraine. Des troupes américaines arrivent en Pologne. En Roumanie, la France a également envoyé des militaires. Ils devraient être 550 dans quelques jours, près de la mer Noire. La guerre en Ukraine provoque une vague de déplacés dans le monde. Environ 1 million de réfugiés ukrainiens ont rejoint l'Union européenne qui accordera une protection temporaire de 3 ans aux réfugiés selon la politique migratoire de l'Union européenne. Environ 1 million de réfugiés ukrainiens ont rejoint l'Union européenne. Face à ces arrivées, les institutions ont décidé d'accorder une protection temporaire aux personnes qui fuient la guerre. Dans un élan rare d'unité en matière de politique migratoire, tous les États membres ont approuvé l'activation de ce dispositif valable 3 ans pour accueillir les personnes déplacées. Nous avons accueilli jusqu'à maintenant près d'1 million de réfugiés venus d'Ukraine. Nous verrons des millions d'autres arriver et c'est pourquoi nous avons besoin de plus de solidarité et c'est pourquoi nous avons besoin de cette législation pour fournir une protection et offrir des droits à ces personnes. Nous aurons aussi besoin de fonds supplémentaires. Ce texte, dit de protection temporaire, concerne les ressortissants ukrainiens. Il offre un droit de séjour, un accès au marché du travail, un droit au logement, une protection sociale et l'accès aux soins de santé et au système d'éducation. La réponse européenne à l'invasion de l'Ukraine est sans précédent. Toutefois, certaines voix demandent aux États membres de faire plus pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les combats. En plus de ce texte, il faut déployer rapidement le Fonds Asile, Migration et Intégration. L'Agence européenne de l'asile doit fournir un soutien, y compris opérationnel, et les États membres doivent faire appel au soutien de cette agence. Surtout, le plus important est de rester unis dans la réponse face aux déplacés pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons humanitaires. C'est à chaque État membre de décider s'il souhaite étendre ce dispositif aux autres nationalités qui fuient l'Ukraine. La décision a été édulcorée à la dernière minute. Cette législation a vu le jour en 2001 après la crise des réfugiés au Kosovo. Elle n'avait jamais été activée jusqu'à maintenant. Le pire est à venir. Cette phrase est du président Emmanuel Macron qu'il a laissé entendre au sortir d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, qui se dit déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine pour, dit-il, démilitariser le pays et lui donner un statut neutre. Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Le président russe a affirmé que tout se passait selon le plan. Une rhétorique guerrière qui n'a pas manqué d'alerter le président français qui s'est entretenu par téléphone avec lui pendant 1h30 ce jeudi. Le pire est à venir selon Emmanuel Macron qui souhaite tout de même maintenir le contact avec un Vladimir Poutine intransigeant qui affirme que Russes et Ukrainiens sont un seul et même peuple. L'objectif du Kremlin reste la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays. Les propos de Vladimir Poutine à l'égard du régime de Kiev sont extrêmement virulents. Aujourd'hui, sur le territoire ukrainien, nos soldats se battent pour la Russie, pour une vie pacifique des citoyens du Donbass, pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, afin que toute rhétorique anti-Russie créée pendant des années à nos frontières par l'Occident ne puisse pas nous menacer, y compris avec des armes nucléaires. De son côté, le président ukrainien a martelé que si son pays était défait par la Russie, les pays baltes et l'Europe de l'Est seraient les prochaines cibles du Kremlin jusqu'au mur de Berlin, a-t-il alerté. Volodymyr Zelensky a aussi déclaré être prêt à parler à Vladimir Poutine, seule solution selon lui pour arrêter la guerre.
Nous allons restaurer chaque maison, chaque rue, chaque ville et nous disons à la Russie, apprenez les mots réparation et contribution. Vous rembourserez intégralement tout ce que vous avez fait à notre État, à chaque Ukrainien, et nous n'oublierons pas tous ceux qui sont morts. Le président ukrainien a signé lundi une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne, une possibilité qui n'est pas exclue par Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a annoncé que l'Ukraine serait d'ailleurs connectée au réseau électrique de l'UE dans les prochaines semaines pour la rendre moins dépendante de Moscou. Les 3 vagues de sanctions que nous avons introduites ont déjà un impact sur l'économie russe et donc sur l'effort de guerre de Poutine. Et nous prendrons des mesures supplémentaires si la situation se détériore sur le terrain. Tout autre chose à présent, en France, Emmanuel Macron avait déjà déclaré début janvier avoir envie d'être candidat à la prochaine présidentielle, mais avait soutenu ne pas encore avoir clarifié le sujet, chose désormais faite, et cela quelques heures avant la clôture de la période de parrainage. Emmanuel Macron l'a fait savoir à travers une lettre officielle adressée aux Français. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Bonjour. C'est la fin d'un faux suspense. À 38 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à un second mandat. Sur la forme, le président a choisi d'adresser une lettre aux Français. Elle a été publiée dès ce jeudi soir sur Internet avant d'apparaître dans l'ensemble de la presse régionale. Mobilisé par la guerre en Ukraine, le chef de l'État aura donc attendu le tout dernier moment pour se déclarer, la date limite étant fixée à ce vendredi. Cette attente a été vivement dénoncée par les rivaux du président sortant. Si sa position de favori reste fragile, tous les récents sondages le donnent gagnant au second tour, quel que soit l'adversaire. La liste officielle de tous les prétendants à l'Élysée sera rendue publique lundi prochain. Religion à présent, la cour d'appel de Téhéran a innocenté 9 chrétiens accusés d'atteinte à la sécurité nationale le 28 février dernier. L'ONG Porte Ouverte salue une décision rare de la justice du 9e pays où les chrétiens sont les plus persécutés en 2022. Le juge a révélé l'absence de preuves à charge. Des citoyens ne peuvent pas être condamnés sur la base de spéculation, a-t-il indiqué. Le 3 novembre 2021, la Cour suprême d'Iran avait par ailleurs estimé que prêcher simplement le christianisme ne constituait plus une atteinte à la sécurité nationale. C'est ici que chute ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.